Bonjour Julien Chour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc leader du programme Second Life, Seconde Vie chez Decathlon. C'est quoi? C'est l'économie circulaire au pouvoir, on peut dire ça? C'est ça, c'est un intérêt croissant pour l'économie circulaire. Alors, pour ma partie, on va parler de seconde vie. Ouais. Ce sera une partie de cette économie. Alors ça consiste en quoi, Second Life? Parce qu'il y a toujours eu un marché de l'occasion. Moi je me souviens des trocathlons, enfin ça existe encore d'ailleurs chez Decathlon, donc ça a toujours existé chez Decathlon d'une certaine façon. Qu'est-ce qui change là? C'est un changement d'échelle? Alors, ça va être à la fois un changement d'échelle qui est nécessaire et un changement également de posture. Le trocathlon, en fait, c'est une fabuleuse expérience qui a été entreprise en 1986. Ah oui. Et que j'ai décidé avec des équipes de réviser, on va dire que c'était aux alentours de 2017. Ouais. Historiquement, c'est né... C'était un outil pour un retailer pour se rendre utile en vendant des produits d'occasion sur son parking, mais également avec un intérêt qui était de créer du trafic sur sa surface de vente pour faire consommer des produits neufs. Ce n'est plus notre posture et c'est dans ce sens où j'ai décidé de créer un nouveau programme Seconde Vie qui va se composer avec deux grandes responsabilités. Une première qui est de vraiment contribuer à ce que le groupe Decathlon diminue drastiquement la part de ses déchets. Et une autre contribution qui sera davantage orientée pour les utilisateurs et qui va leur permettre de leur produire au fur et à mesure la meilleure solution pour revendre, redonner de la valeur à leurs produits de seconde vie. Ouais, alors on va commencer par les déchets, réduire drastiquement, vous nous dites, la part des déchets. D'abord, ça représente quoi? Tiens, les déchets produits par des magasins Decathlon. Alors je ne sais pas si vous voulez prendre un magasin type ou alors Decathlon France en général ou alors Decathlon Monde, mais ça représente quoi les déchets? Ouais. Aujourd'hui, c'est comment dire, une responsabilité qui était quand même maîtrisée, mais conséquente, sur laquelle il était devenu insupportable, notamment pour les décathloniens et les décathloniennes qui travaillent au contact des utilisateurs, de voir que lorsque, par exemple, on vous a vendu une basket, si cette basket était mal adaptée à votre usage, et finalement c'est que votre usage qui peut définir si cette basket est bonne ou pas bonne, lorsque vous le rameniez ce produit dans le cadre d'une politique d'échange, finalement que ce produit, nous n'ayons pas de solution pour le recommercialiser. Et donc c'est là, en fait, on a questionné les utilisateurs internes, les vendeurs, les vendeuses de Decathlon, et puis aussi pour définir ce que l'on devait produire les utilisateurs externes, donc les clients, les utilisateurs sportifs, pour définir qu'est-ce qu'ils pourraient attendre de Decathlon. Et finalement, ce qu'on a créé, c'est des choses assez simples. À chaque fois qu'il y a une fonction qui va être je ne remets pas en vente un produit neuf, en fait, on va systématiquement proposer la solution. Est-ce que je peux le réparer et peut-être le revendre neuf? Est-ce que je peux le réparer et le revendre en seconde vie? Ou bien, si je ne peux pas le réparer, est-ce que je peux le donner à une association? Ou bien, est-ce que je peux contracter avec un écosystème qui aura besoin de matières premières pour upcycler ces matières? Voilà, donc, parce que c'était ça la principale, pardon de vous interrompre, la principale production de déchets, entre guillemets, de Decathlon, c'était les retours, les invendus ou les retours de produits un peu décalés ou qui ne correspondaient pas à mon usage? Oui, c'est exactement ça. C'était vraiment ça. Parce que, alors, aujourd'hui, je vais prendre un exemple. Acheter une raquette de tennis, je vais jouer 3 fois avec, et puis finalement, je vais me rendre compte qu'elle ne me convient pas. Je peux la rapporter, elle me sera remboursée. Comment ça marche en fait? Oui, tout à fait. Donc, c'est ce qu'on appelle la politique d'échange et de retour. Aujourd'hui, si on veut être la meilleure expérience de fournisseur de produits de sport, un conseil d'un vendeur, c'est déjà un premier pas conséquent. Mais et finalement, il n'y a que la vérité de votre coup droit et du terrain sur lequel vous allez pratiquer. Le coup droit, ça va. Le revers, c'est plus compliqué. Voilà, donc effectivement. Donc, si vous avez besoin d'une raquette qui vous accompagne davantage sur un revers, finalement, le test de ce produit va vous permettre de vous engager durablement avec ce produit, ou bien, s'il ne vous convient pas, effectivement, Decathlon préfère en redevenir propriétaire, le revaloriser et le rendre à quelqu'un qui aura besoin davantage de ce produit-là. Ouais. Et moi, j'aurai un avoir ou ça me sera remboursé 100%, c'est ça? Ça, c'est votre choix, en fait. Vous avez la possibilité soit d'être remboursé sous condition de présentation d'un ticket de caisse, etc. Soit effectivement d'avoir... ce ne sera pas un avoir, c'est d'être remboursé pour vous rééquiper sur autre chose. Alors, il y a dans ce programme Seconde Vie, est-ce qu'il y a une notion d'infrastructure? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut créer, au-delà de ce que vous venez de décrire, qu'est-ce qu'il faut créer pour mettre en place cet écosystème
l'économie circulaire au sein de Decathlon? Alors c'est au final ce qu'il y a de plus passionnant dans mon métier de leader. Finalement, un super leader chez Decathlon, ça offre la possibilité à d'autres de prendre des responsabilités et notamment en fait de créer des emplois. Donc la première chose, ça va être d'aller comprendre les utilisateurs, le terrain, qu'est-ce que l'on vit, etc. Et donc là, on va créer par exemple des emplois de product manager. On va vraiment avoir une analyse très fine de la situation pour ensuite modestement y apporter des contributions. Une fois qu'on a défini un cahier des charges, là finalement on va avoir des ingénieurs, donc des gens qui vont développer des systèmes d'information, etc. Et puis toute la technologie qui va être embarquée, comment est-ce qu'on va supporter ces systèmes pour qu'ils soient efficaces, etc. Et puis une fois que ces systèmes sont en vie, ben là on va créer des fonctions de direction commerciale pour écrire des grandes stratégies pour pouvoir les mettre en œuvre efficacement. Et puis là en fait en bout de chaîne, et puis c'est le plus important, on va offrir la possibilité à des utilisateurs en magasin, en entrepôt, de donner vie à ces outils en rendant service à des utilisateurs. Donc moi, ce qui me plaît le plus là-dedans, c'est finalement de créer des nouveaux emplois qui satisfont davantage nos équipes, qui ne sont pas tout à fait parfaits. Hein. C'est le début, on a beaucoup de choses à professionnaliser, mais qui procurent énormément de plaisir et de fierté d'entreprendre cette responsabilité. Et alors, si je suis très concret, dans un magasin, physiquement, ça change quelque chose? Il y a des bacs, une collecte pour récupérer des articles de sport usagés. Ensuite, il y a du tri, il y a de la réparation. Comment ça se met en place, en fait? Donc effectivement, on a changé nos infrastructures physiques. Alors par contre, quand on vous invite à venir en magasin, c'est peut-être pas pour rencontrer un bac, c'est peut-être plus pour rencontrer une femme, un homme qui est formé à vous recevoir et à vous partager sa passion. Donc là, en fait, vous allez venir avec vos produits. Et donc là, on va parler d'une autre forme de service, qui vont être effectivement ce nouveau Trocathlon, mais également un système extrêmement nouveau de reprise d'articles. En fait, on va vous poser la question, Thomas, voilà, qu'est-ce que vous nous apportez? Donc vous allez décrire vos produits. Et une fois que vous les avez décrits, en fait, on va vous poser la question suivante. OK, de quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous voulez définir le prix le plus cher pour vous en séparer, mais par contre, est-ce que vous avez un peu de temps pour vous en séparer? Ou est-ce que finalement, vous êtes plutôt dans une urgence et vous cherchez une solution instantanée. Et donc là, en fait, on va vous proposer soit le Trocathlon, c'est vous qui vendez à vos conditions dans le cadre d'une vente sur un temps donné, et à la fin de ce temps, si vous n'avez pas vendu, finalement, vous récupérez vos articles, ou bien on va vous proposer le programme de reprise. Là, finalement, c'est Decathlon qui va définir la somme que l'on va vous rétribuer, et à ce moment-là, c'est instantané. Et ce qui est très important, c'est que nous avons effectivement changé de mindset, je vous le disais. Donc désormais, ces deux programmes s'exécutent en France avec la solution soit d'un virement bancaire, si c'est uniquement ce que vous attendez de Decathlon, soit effectivement d'un bon d'achat si vous décidez de vous rééquiper. Et là, en fait, je pense qu'en tant que un des pionniers de cette industrie du sport reconditionné, cette notion de virement bancaire, elle n'est pas du tout anecdotique. C'est un changement de mindset. Finalement, vous êtes un fournisseur, comme Adidas est un superbe fournisseur, et finalement, nous voulons les meilleurs produits au service des utilisateurs. Dans les deux cas, nous sommes capables de vous faire un virement. Oui, parce que s'il n'y a que le bon d'achat, ça veut dire que la logique, c'est quand même de revendre du produit neuf. Donc, c'est le fait d'avoir les deux, c'est pas neutre. Je voudrais qu'on parle de réparation. Il y a, je crois, plus de 300 ateliers, 308 ateliers de réparation en France chez Decathlon, 1 100 000 produits réparés l'an dernier. Donc, l'idée, c'est de monter en puissance sur cette partie-là, parce que à partir du moment où vous mettez en place ce système de récupération, comme vous le dites, il faut évaluer, trier, réparer les produits avant de les remettre sur le marché. C'est ça. Donc, la structure de nos ateliers, dans chaque point de contact physique que nous avons avec les utilisateurs, nous avons un atelier qui peut être extrêmement conséquent dans des grands magasins de taille 8000 m², ou bien dans des magasins de taille modeste. Et derrière ces ateliers, en fonction des capacités locales qu'a un magasin de réparer, nous avons de manière complémentaire des ateliers régionaux qui vont être à distance d'une centaine de kilomètres, par exemple, de votre point de vente, et pour lesquels tous les jours, nous avons des navettes qui vont reprendre une partie des produits qui ne peuvent pas être revalorisés en magasin et qui vont être revalorisés donc, dans des structures beaucoup plus productives, efficaces, avec des talents peut-être encore plus complets pour effectivement donner une seconde vie à ces produits. Il y a quelques, je sais pas, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, le modèle de Decathlon, c'était vendre de plus en plus de produits de moins en moins chers au plus grand nombre de clients. C'est plus du tout le modèle de Decathlon, parce que vous n'êtes pas les seuls dans le commerce à être en train d'intégrer l'économie circulaire au modèle, mais vous êtes quand même là d'abord pour vendre du neuf. Ou finalement,
plus totalement, quoi. Alors, c'est effectivement ce qui pourrait être perçu aujourd'hui. Il y a un travail extrêmement nécessaire qui a été mené par notre ancien président-directeur général, Michel, une réécriture du sens de Décathlon. Nous existions pour rendre le plaisir et les bienfaits des sports accessibles au plus grand nombre. La traduction de cela était effectivement l'accessibilité, donc par la localisation et par l'accessibilité prix. Il a rajouté un mot plein de sens, durablement. Donc nous avons cette même responsabilité, mais nous devons l'exécuter durablement. Et donc ça veut dire comprendre qu'est-ce qui pourrait être non durable. Et aujourd'hui, ce business model linéaire n'est clairement pas durable. C'est pour cela que Decathlon a pris des engagements en termes de réemploi, en termes de réparation. Et effectivement, vous en parliez, ça se traduit par une volonté d'animer férocement ce chiffre d'affaires durable qui finalement est soutenu par des opérations qui, elles, pourraient être employés durablement et qui sont davantage cycliques. Le chiffre d'affaires durable, effectivement, j'ai vu ça en préparant l'émission. Il est estimé, il est un peu en dessous des 5% aujourd'hui. Objectif 15% en 2026. Qu'est-ce que ça change de se doter comme ça d'un outil comptable ? Alors, ce que ça change, c'est que ce qui ne se mesure pas ne s'anime pas. Et l'animation et la mise en mouvement dans une boîte de sportifs, c'est extrêmement important. Donc, derrière cette animation, donc, je l'ai dit, on a écrit des engagements qui sont présents sur le site du développement durable de Decathlon. Et ce que cela introduit, c'est au final que nous allons vraiment accompagner de A à Z une mutation de la responsabilité de Decathlon. Lorsque vous êtes chef de produit chez Decathlon, désormais, l'expérience de réparation, l'expérience d'abonnement, ou bien de location courte durée, ou bien de seconde vie, sont des responsabilités à aborder, alors que dans le passé, elles l'étaient peut-être moins. Oui, on va parler effectivement de nos comportements de consommateurs et de la logique d'abonnement, mais je reste sur ce chiffre d'affaires durable. Ça veut dire que, par exemple, les magasins qui ont le meilleur chiffre d'affaires durable, ils sont récompensés, ils sont primés, ça va jusque-là ? Ouais, alors en fait, on prime pas un magasin, on prime des coéquipiers. Donc effectivement, les femmes et les hommes en fait qui vont se rendre utiles pour opérer cette transformation et qui vont avoir du succès, effectivement, vont être rétribués sur une partie variable davantage que d'autres magasins qui n'ont pas encore abordé cette mutation. Donc j'en viens à nos comportements de consommateurs. Derrière, c'est vraiment un changement de modèle. Hein. Il y a le fait de passer de la possession à l'usage. Il y a cette idée-là, cette philosophie-là. Oui. Alors, je vais quand même apporter une précision. Oui. Ne nous y trompons pas. C'est un mouvement. Mais une des priorités des utilisateurs va quand même rester l'accessibilité, le pouvoir d'achat, notamment dans cette période de tumulte. J'avais prévu de vous poser la question. Ouais. Voilà, est-ce que ça reste quand même pas le prix, le premier levier d'achat ou la première demande du consommateur avant la durabilité ? Ouais. Le prix est une composante historique et qui est toujours et en ce moment clairement au cœur des enjeux. Mais ce n'est plus une composante seule. Et effectivement, il y a une autre composante qui va être l'impact environnemental de ma propre consommation, qui est quelque chose qui grandit et qui croît très rapidement et avec lequel, si une entreprise veut rester durablement pertinente, c'est quelque chose à prendre en compte, notamment pour les jeunes générations. Je vais vous donner quelque chose de très concret. J'ai une quarantaine d'années. Lorsque j'étais tout jeune, le mode de consommation que mes parents m'ont amené à opérer, c'était cette fameuse croissance de la distribution telle qu'on la laissait sur des parkings, etc. Aujourd'hui, la manière dont ma fille, qui a 11 ans, est en train de former sa propre consommation, c'est davantage sur Vinted, sur des braderies, sur des plateformes. Et donc, elle ne travaille plus autour d'un juste rapport valeur-prix, mais un juste rapport valeur-prix usage et également environnemental. Et donc, si on veut être pertinent pour ces générations qui vont nous remplacer et prendre soin d'elles, il faut préparer ce terrain-là. Et donc, je reviens à la question de l'usage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des offres, par exemple, de location plutôt que d'achat d'un article de sport ? Comment ça fonctionne ? Alors, ce ne sera pas plutôt, parce que ce que l'on veut, c'est aussi respecter les utilisateurs. Donc, en fait, on va apporter quelque chose de supplémentaire. Donc, les deux sont possibles. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, je vous propose ce VTT. Vous pouvez le louer. Donc sous la forme par exemple d'un abonnement que mes confrères sont en train de proposer à un plus grand nombre de produits au fur et à mesure, ou bien on doit vous apporter une solution en seconde vie, ou bien effectivement pour les gens qui désirent toujours l'acquisition d'un produit neuf, un produit neuf éco-conçu, puisque
quel que soit le mode de consommation, finalement, cet impact environnemental doit être abordé et il l'est effectivement par les ressources qui produisent les nouvelles catégories de produits. L'abonnement, j'entre un peu dans le détail, mais c'est un abonnement sur un type de produit ou alors je crois que chez Decathlon en Belgique ça existe, on peut avoir un abonnement et je vais prendre 2 exemples basiques. Je vais prendre, je sais pas, je vais avoir besoin d'un paddle pendant mes vacances d'été pour aller sur un lac et l'hiver, je vais avoir besoin de ski. Donc l'abonnement, il couvre différentes pratiques sportives, c'est ça, c'est possible? Donc effectivement, nous parlons de 2 choses différentes pour lesquelles je vais apporter modestement mon propos, mais je ne suis pas le référent de ces usages-là. Donc là, il y a quelque chose qui est clairement généralisé aujourd'hui en France, qui par exemple va se matérialiser par la proposition d'un abonnement pour un produit unique, par exemple un vélo enfant. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, clairement, pour l'ensemble des vélos enfants, vous avez la possibilité de les acheter neufs ou avec un abonnement, avec un engagement minimum de 3 mois. Et ce que nous constatons, c'est que cela fait grandement sens pour les utilisateurs. En revanche, effectivement, il y a une initiative dont on veut prendre soin particulièrement, qui a satisfait 70 utilisateurs dans le cadre d'un proof of concept, donc de quelque chose travaillé sur un temps donné, sur un espace modeste en Belgique. Et là, effectivement, ces clients belges, ces 70 clients belges, ont pu s'équiper avec peut-être que, je sais pas, pour 10 € par mois ou 20 € par mois, elles avaient le choix de s'équiper avec ce qu'elles voulaient dans le magasin hors des produits consommables ou bien des produits d'hygiène, et donc elles pouvaient prendre le matériel qu'elles voulaient à hauteur d'un plafond. Donc par exemple, imaginons 400 €, donc un maximum de 400 €, vous prenez ce que vous voulez. Donc si vous aviez besoin de ce stand-up paddle, si vous aviez déjà des vélos et que vous avez pour 400 €, il fallait rendre un vélo pour prendre le stand-up paddle. Et donc c'est une initiative pour laquelle là ils vont rentrer dans une seconde phase pour comprendre les besoins des utilisateurs, etc. Mais après ça reste encore une expérimentation. C'est encore une expérimentation. Alors c'est pas non plus votre cœur de métier, mais je peux pas faire 20 minutes d'interview avec un représentant de Decathlon sans parler de la conception des produits, parce que je pense que dans le bilan carbone de Decathlon, les produits, ça doit sans doute être le premier poste. Donc effectivement, environ 70% de l'impact de notre entreprise. C'est les produits. Donc il y a 10% du chiffre d'affaires réalisé avec des produits éco-design. Ce sont les chiffres que Decathlon fournit. L'objectif, c'est quoi? C'est d'éco-concevoir à terme 100% des produits. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est possible. C'est quoi l'objectif en la matière? Donc effectivement, aujourd'hui, en fait, lorsque vous êtes responsable d'une marque chez Decathlon, dans le travail de comprendre des utilisateurs et ensuite de produire des produits pour satisfaire davantage un utilisateur, il y a systématiquement dans l'ensemble des process industriels, nous devons les réviser pour comprendre à quelle partie de la production, que ce soit l'extraction de matières premières, quel type de matières premières, est-ce que déjà ces matières premières peuvent être peut-être finalement des matières issues de la réutilisation, ou bien dans leur transformation. Je prends l'exemple d'un confrère que je trouve extrêmement... pour teindre un produit, jusqu'à présent, il fallait chauffer beaucoup d'eau et c'est extrêmement consommateur de ressources. Finalement, il y a des écosystèmes maintenant dans le monde qui commencent à produire des solutions pour teindre à froid et des choses extrêmement durables, parce que finalement, il ne faut aussi pas dégrader l'expérience des utilisateurs. Évidemment, c'est un réel défi. L'efficacité, l'expérience utilisateur, la sécurité, enfin tout ça, il faut intégrer ça. Et donc ça, Decathlon ne fera jamais de concession sur ça. Et donc, par exemple, ce processus-là est une formidable opportunité parce que l'ensemble, par exemple, du textile issu de fibres naturelles puisse, au fur et à mesure, devenir bien moindre en termes d'impact environnemental. Donc ça, c'est une responsabilité qui est traduite à chaque chef de produit et chaque ingénieur produit. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, on est à 10% du chiffre d'affaires. Il y a un objectif donné par la direction de Decathlon pour arriver, je ne sais pas, à 20%, 30%. Est-ce qu'il y a des produits aujourd'hui, des articles, je pense par exemple à des casques de protection, des casques de ski, où on se dit... On n'y arrive pas avec les plastiques recyclés à être aussi efficace, aussi sécure qu'avec du plastique neuf. Alors effectivement, il y a des objectifs stratégiques qui sont définis et puis qui sont transmis de manière très transparente sur le site dont je vous parlais, donc des engagements responsables de Decathlon. Malheureusement, je ne suis pas la personne qui a la donnée à vous transmettre. Par contre, si vous parlez du sujet des casques, il y a un autre sujet qui me touche là personnellement, qui est la réglementation. La réglementation, par exemple, aujourd'hui, impose qu'il n'est pas possible
pour un commerçant de faire du recommerce de produits qui sont des équipements de protection individuelle. Donc là-dedans, vous pouvez mettre du baudrier, du casque, des mousquetons, etc. Je pense que c'est une responsabilité, là, pour le coup, je vous parle à titre individuel, c'est une responsabilité qu'il faut réviser pour peut-être trouver de nouveaux processus pour bien comprendre nos limites et comment traverser nos limites. Et si nous sommes capables finalement demain de faire du réemploi de produits sécuritaires, le favoriser sous condition. Et aujourd'hui, c'est une interdiction. Oui, c'est intéressant. Vous évoquiez tout à l'heure, vous donniez l'exemple de votre fille d'une dizaine d'années, de 11 ans, qui évidemment va sur les plateformes, commande sur Internet. La digitalisation, parce que l'autre levier, quand on fait le bilan carbone des entreprises de commerce, les déplacements des clients, c'est évidemment très important aussi, faire venir les clients en magasin et le plus souvent en voiture. On en a parlé dans une émission hier. Est-ce que la digitalisation, je sais que c'est un des axes forts de la nouvelle DG de Decathlon, Barbara Martin Coppola, est-ce que c'est un des leviers de la décarbonation de Decathlon ? Alors, déjà, quand on parlait des comportements des jeunes utilisateurs sur Internet, je vous rassure, elle n'est pas sur Vinted toute seule, elle est avec sa maman notamment, et derrière ça, je veux mettre l'éducation que l'on doit aussi apporter aux jeunes utilisateurs pour consommer raisonnablement. Derrière cette digitalisation, on pourrait imaginer des comportements beaucoup plus consommateurs de ressources en termes de transport, etc. Ce n'est pas tout à fait exact. Et ce qui est exact, en revanche, c'est que finalement, le transport d'un produit entre un entrepôt et la maison, il va être mutualisé avec un grand nombre de produits. Et effectivement, c'est à terme, cela peut être, si c'est bien managé, une économie carbone versus un utilisateur unique qui se déplace avec un SUV sur un magasin. S'il y a, je dis n'importe quoi, 100 produits dans un camion de livraison Decathlon, potentiellement, c'est 100 trajets d'utilisateurs qui ne sont pas faits avec leur voiture individuelle. Exactement. Et vous imaginez bien que derrière, la capacité à manager de nouveaux moyens de transport beaucoup plus responsables, etc., versus des véhicules individuels, c'est aussi quelque chose de très important. En tout cas, sur ma responsabilité, aujourd'hui, en termes d'impact carbone, c'est clairement quelque chose qui est mesuré. Et qui est mesuré, je donne un exemple très concret. Lorsque vous achetez un vélo chez Decathlon, en moyenne, son impact carbone, c'est 250 kg de CO2 consommé. J'aimerais bien dire investi, pour que cet investissement derrière soit productif. Voilà. Et en fait, lui favoriser une seconde vie, finalement, si on est capable, par des réparations, de la revalorisation, si on est capable de rallonger sa durée de vie, eh ben, en fin de compte, on lui enlève déjà entre 50 et 100 kg de CO2. Et donc, cet investissement, par une stratégie seconde vie bien maîtrisée, est beaucoup plus pérenne. Merci beaucoup. Merci Julien Chour. Bon salon ProDurable. C'est l'heure de Smart Ideas, une start-up en pleine lumière.